Hello everyone. Bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques minutes en attendant que les autres personnes se joignent à nous avant de commencer de manière officielle cette session. Cependant, je vous souhaite la bienvenue en attendant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez hâte d'entendre les discussions du jour. Je vous rappelle simplement à toutes et à tous que cette session se tiendra à la fois en français et en anglais. Par conséquent, si vous êtes anglophone, veuillez cliquer en bas de votre écran dans la barre de tâches pour cliquer sur le bouton interprétation et vous entendrez la session en anglais. Et pour les francophones, je vous invite également à écouter cette session en français. Vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation en bas de votre barre de tâches ou d'outils et vous pourrez ainsi choisir soit l'anglais, soit le français. Je pense que nous allons pouvoir commencer sous peu. Donc, à nouveau, merci à toutes et à tous d'être présents pour cette session à nouveau. Je vous rappelle les aspects logistiques, donc l'interprétation est disponible. Pour y avoir accès, vous pouvez cliquer en bas de votre écran sur le bouton interprétation pour choisir la langue qui vous convient le mieux. Le sujet du jour est assez intéressant aujourd'hui parce qu'on va se concentrer sur les systèmes alimentaires circulaires pour l'Afrique. Je suis ravie de voir d'ailleurs des visages familiers pour cette session aujourd'hui. Donc, avant de commencer à interagir, puisqu'on espère aujourd'hui avoir une session aussi interactive que possible, je vous invite d'ailleurs à ce titre à interagir dans le chat. Mais avant de commencer, pour celles et ceux qui sont nouveaux et des nouveaux venus pour cette communauté de pratique, je vais vous demander de nous écrire dans le chat qui vous êtes et d'où vous venez pour qu'on sache à peu près qui est parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas également à nous dire de quel pays vous êtes, vous venez, simplement pour qu'on apprenne à se connaître. Donc, les systèmes alimentaires, c'est un sujet extrêmement important et aujourd'hui, on va lier ce sujet au sujet de l'économie circulaire. Il y aura deux parties pour cette session. Tout d'abord, on va commencer par un tour d'horizon des systèmes alimentaires, surtout pour les nouveaux venus, nouvelles venues. On ne connaît pas forcément ce qu'est un système alimentaire, même si on connaît l'économie circulaire, où il y en a qui seront plus au fait de ce qu'est l'économie, de ce que sont les systèmes alimentaires plutôt que l'économie circulaire. Donc, on va vraiment regarder les concepts. Et ensuite, on va regarder pendant la deuxième partie de cette session ce qui se fait sur le continent en faisant des études de cas, voir ce qui se fait sur le continent africain. Donc, on a une équipe qui va pouvoir nous partager ce que sont ces études de cas pour voir ce qui a été créé déjà. Si vous étiez avec nous pendant la précédente session, on a partagé des liens des travaux de Footprint Africa, donc Footprint Africa qui va nous parler de ces études de cas. Et donc, ils ont déjà parlé par le passé de leurs actions au cours de sessions précédentes. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à mon collègue d'Eclé Africa qui fait partie de l'équipe systèmes alimentaires. Ivan va nous expliquer ce que sont les systèmes alimentaires. Il va nous dire également à quoi ça ressemble et comment ils s'articulent en Afrique. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je vais rapidement partager mon écran. Très bien. J'espère que vous voyez toutes et tous mon écran. Oui, on le voit. Formidable.
Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme Joko l'a dit, je m'appelle Ivan Ho. Je travaille chez Eclé Africa. Je travaille au sein de l'équipe des systèmes alimentaires urbains. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous pour cette session d'aujourd'hui, qui est la 8e réunion de la communauté de pratique des villes africaines circulaires de 2022. Et donc, j'ai hâte d'explorer le concept de systèmes alimentaires durables et l'importance de contribution de l'adoption de la circularité dans la transformation des systèmes alimentaires. L'interprète n'entend plus l'orateur. Il y a un élément crucial de la durabilité dans l'alimentation, à savoir la conceptualisation qui capte la nature multidimensionnelle et systémique de l'alimentation. Selon le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le système alimentaire est défini par l'ensemble des éléments, environnement, personnes, intrants, processus, infrastructures, institutions, etc., des activités liées à la production, la transformation, la distribution, la préparation et la consommation des aliments, ainsi que les résultats de ces activités, y compris les résultats socio-économiques et environnementaux. Le concept de systèmes alimentaires s'est imposé comme le cadre conceptuel des meilleures pratiques pour aborder les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'agriculture et à la nutrition. Et ce concept s'est développé en réponse au concept plus étroit de la sécurité alimentaire en tant que résultat de la production, qui ne reconnaissait pas donc ce concept, les vastes externalités des chaînes de valeur alimentaires plus importantes et des acteurs impliqués. L'utilisation d'un champ d'application plus large des systèmes alimentaires est donc extrêmement importante car elle nous permet de comprendre et d'apprécier également la nature interconnectée et multiforme des chaînes de valeurs alimentaires et le rôle qu'elles jouent dans la sécurité alimentaire également, le bien-être social et la durabilité environnementale. La non-durabilité des systèmes alimentaires mondiaux peut être caractérisée en termes de résultats ou externalités de ces systèmes alimentaires. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est donc parfois problématique puisque l'insécurité alimentaire en Afrique est plus élevée que sur tout autre continent. On estime d'ailleurs que 21% de la population en Afrique sera confrontée à l'insécurité alimentaire, était confrontée à l'insécurité alimentaire en 2020, soit une personne sur 5. 100 millions d'entre eux sont également confrontés à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire. Donc en situation de sévère insécurité alimentaire. Ce problème est encore plus exacerbé par la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base, les récessions économiques et les catastrophes liées au changement climatique, telles que les sécheresses et autres phénomènes météorologiques externes. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est un élément central des moyens de subsistance durable et du bien-être social. Les revenus, les emplois, la santé, l'équité, la culture, l'éthique sont autant d'éléments qui sont intégrés dans ces concepts. La principale priorité dans la question des systèmes alimentaires conventionnels mondialisés, c'est de maximiser la production tout en minimisant les coûts, en tenant très peu compte au final du bien-être social. Cela a conduit au grand système d'exploitants de services de production mécanisés et des monopoles tenus par des grandes sociétés multinationales. Et ces sociétés, ces entreprises ont tendance à privilégier, bien entendu, les pays où les coûts de la main-d'œuvre sont faibles et où les réglementations environnementales sont peu contraignantes. L'alimentation n'est donc pas seulement un facteur d'inégalité socio-économique, mais aussi de dégradation de l'environnement, notamment de déforestation. Selon l'Union européenne, 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre peuvent être attribuées aux systèmes alimentaires, ce qui en fait donc le deuxième contributeur au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture conventionnelle est également un facteur clé de la dégradation des sols, de la perte de la biodiversité et des services écosystémiques résultant du changement d'affectation des sols et de la déforestation. Selon l'ONU, pour l'alimentation et l'agriculture, un système alimentaire durable assure la sécurité alimentaire et la nutrition de tous les acteurs d'une manière qui soutient les systèmes économiques, sociaux et environnementaux dans lesquels il s'inscrit. Si l'on réduit d'ailleurs le champ d'application à des questions spécifiques telles que le gaspillage alimentaire, il devient encore plus évident que des interventions ciblées dans les systèmes alimentaires, telles que l'intégration de la circularité, pourraient apporter des avantages considérables aux personnes et à la planète de manière générale. Au niveau mondial,
30% de la nourriture produite par la consommation humaine est perdue ou gaspillée le long de la chaîne d'approvisionnement chaque année. En Afrique, les pertes sont encore plus élevées, entre 30 et 50%, ce qui a un impact social, bien entendu, économique et environnemental particulièrement significatif, puisque c'est du gaspillage alimentaire. Et pour certains produits alimentaires spécifiques, comme les fruits, les niveaux de perte dépassent souvent d'ailleurs 50%. Donc, la nourriture actuellement perdue en Afrique pourrait nourrir 300 millions de personnes. C'est assez stupéfiant quand on y pense, surtout si on pense qu'entre 250 et 300 millions de personnes en Afrique ont eu faim en 2021. Donc ça ne fait que renforcer l'idée que le gaspillage alimentaire peut être un vrai levier pour nourrir notre population. 90% de ces déchets alimentaires en Afrique sont mis dans des décharges, ce qui signifie que tout le temps, l'énergie et l'argent investis dans la production de nourriture est gaspillé. Ce sont des efforts qui sont gaspillés au lieu d'être utilisés et réintégrés de manière productive dans l'économie. Donc, on a davantage de besoins en infrastructure pour garantir le stockage, notamment de l'alimentation. Et en Afrique subsaharienne, les pertes alimentaires après récolte, qui représentent en moyenne 45% de l'approvisionnement alimentaire total, sont estimées à 4 milliards de dollars américains par an, soit suffisamment pour nourrir au final au moins 48 millions de personnes, selon le PNUD. La majorité du gaspillage alimentaire dans les pays africains se produit à des niveaux plus bas de la chaîne de valeur en raison des stratégies post-récolte inadéquates, d'un flux linéaire de ressources et d'un manque d'infrastructures telles que des installations de stockage, des chaînes de froid, etc. On peut voir que l'adoption de la circularité dans les systèmes alimentaires est un élément clé qui peut contribuer à leur durabilité. L'adoption d'une optique plus circulaire sur les systèmes alimentaires soutiendra l'économie locale et aidera à créer des conditions favorables et des mécanismes de collaboration pour faire avancer ces objectifs. Les diapositives suivantes donnent d'ailleurs un bref aperçu de certains des facteurs clés qui contribuent à la durabilité socio-économique et environnementale des systèmes alimentaires circulaires. Les systèmes alimentaires circulaires s'attaquent notamment au carbone intégré dans les déchets alimentaires. Ils protègent les puits de carbone et créent de nouvelles sources d'économie et d'énergie durable, par exemple à partir de la chaleur résiduelle, de la digestion anaérobie des déchets organiques, entre autres. Les systèmes alimentaires circulaires réduisent d'ailleurs la dépendance à l'égard des ressources rares, soutiennent les infrastructures économes en ressources et diversifient les sources de flux de ressources clés telles que l'énergie et l'eau. En réduisant les déchets et la pollution, les systèmes alimentaires circulaires favorisent les processus de production qui sont en harmonie avec les taux de régénération naturelle des écosystèmes de notre planète. Les systèmes alimentaires circulaires augmentent l'accès donc aux produits et aux services grâce à la promotion de la prévention des déchets et du partage des ressources. Ils offrent également des opportunités pour le développement d'entreprises sociales. Les systèmes alimentaires circulaires créent des opportunités pour les innovations locales et augmentent les possibilités d'emploi local grâce à des chaînes d'approvisionnement qui sont plus courtes et donc circulaires. Nous avons besoin de repenser de l'intégration des déchets comme étant une ressource économique. Nous allons voir comment les systèmes alimentaires circulaires peuvent être mis en œuvre à travers une série d'actions critiques qui peuvent être prises par différentes parties prenantes. Ceci sera appliqué en utilisant les cadres et des actions des villes circulaires des clés. Donc, j'aimerais également attirer votre attention à certaines actions qui sont suggérées dans le City Practitioners Handbook que vous voyez à l'écran. L'économie circulaire est donc basée sur différents concepts: repenser, régénérer, réduire, réutiliser et récupérer. Euh, Vous connaissez probablement
ces différents concepts, donc la réutilisation notamment des matériaux, de l'énergie et des déchets. Et en comprenant bien ces concepts, on comprend comment les inclure dans nos systèmes alimentaires. Donc, la circularité inclut 5 stratégies, comme je l'ai dit, c'est 5 R. Il s'agit là d'un cadre, ici, que vous voyez à l'écran. Le but étant d'utiliser ce cadre. Il peut être utilisé à différents concepts et signifie que ce concept d'économie circulaire signifie au niveau local que les fils peuvent influencer les chaînes de valeur par différentes interventions. Il peut être appliqué d'ailleurs, ce cadre, à tous les processus de production, de consommation et de gestion des déchets influencés par la ville, les entreprises locales ou les résidents. Donc, les systèmes alimentaires circulaires donnent la priorité à la production régénérative, favorisent les pratiques de réutilisation, de partage, de réduction des apports des ressources et la pollution, et réduisent les apports de ressources et la production, et assurent la récupération des ressources pour des utilisations futures. À ce titre, ils ferment ils bouclent la boucle en fait, des ressources et poursuivent et cherchent des moyens d'avoir des synergies intersectorielles, notamment avec différents secteurs tels que les systèmes d'eau, d'énergie, qui contribuent à la résilience des territoires. Il y a également, bien entendu, un aspect lié à la biodiversité, à la protection de l'environnement, à la réduction du changement climatique, puisque les systèmes alimentaires circulaires s'attaquent donc à l'aspect des déchets alimentaires. La notion de résilience également peut en être extrêmement améliorée. Et ces entreprises, les entreprises qui peuvent travailler dans ce secteur, peuvent également générer une meilleure inclusion sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on met en place des systèmes alimentaires circulaires, on peut vraiment agir à chacun des niveaux, au niveau de la production jusqu'à la fin de vie d'un produit. Donc, on a tout d'abord repensé, il faut repenser, refaçonner nos systèmes pour qu'ils puissent favoriser l'innovation et ouvert, que ces systèmes soient davantage ouverts au développement de nouvelles méthodologies, manières. Et pour ce faire, il faut soutenir la collaboration tout au long de la chaîne de valeur en offrant des incitations et des politiques favorables pour encourager les solutions innovantes. Ça, c'est nécessaire. Le deuxième élément, donc, comme je l'ai dit, c'est la régénération. Il s'agit donc de développer des systèmes qui pourraient coexister avec des actions critiques nécessaires, notamment des solutions basées sur la nature, qui est un phénomène qui prend de l'ampleur à l'heure actuelle, avec des activités telles que l'agriculture urbaine régénérative. Et il faut soutenir ces secteurs en collectant les déchets, notamment, auprès des restaurants, etc., et les redistribuer à des fermes urbaines ou des fermes de manière générale pour régénérer ces déchets et utiliser les déchets dans le cadre du système plus large. Donc, pour ce faire, il faut tirer parti des solutions fondées sur la nature, donc basées sur la nature et des ressources renouvelables, en soutenant ces activités régénératrices telles que l'agriculture urbaine régénératrice. Mais pour ce faire, on a besoin également d'un système qui nous permette de réduire les intrants externes, qui sont souvent d'ailleurs très délétères pour l'environnement. Il faut réduire la quantité des déchets produits également en éliminant les emballages et les stockages inutiles et soutenir la production alimentaire locale. Mais vous le voyez, la plupart de ces actions, elles sont très liées les unes avec les autres. Et soutenir la production locale est essentiel, puisque ça réduira également les chaînes de valeur qui sont parfois trop longues
Prochaine action, c'est la réutilisation. Nous devons donc, à ce titre, encourager et participer à la réutilisation des produits et des infrastructures qui préservent les aliments, par exemple le stockage de la chaîne de froid. Donc, il faut cadrer le concept d'alimentation, en particulier les systèmes alimentaires où les déchets peuvent être vus comme une ressource qui peut être réutilisée pour améliorer la durabilité des produits et des systèmes alimentaires. Il y a ensuite la récupération. Donc, c'est vraiment, il s'agit là de boucler la boucle et rendre ces systèmes alimentaires plus circulaires, où tous les acteurs ont un rôle important à jouer tout au long de la chaîne de valeur. En particulier, nous, dans cette salle, au sein de notre foyer, ne serait-ce qu'en triant nos déchets, en triant les matières organiques, des matières recyclables, pour maximiser vraiment la valeur des matières organiques. Parce qu'on ne veut pas que ces matières organiques, elles finissent dans les déchetteries. Le compostage des matières organiques, c'est ça qui nous permettra également de garantir la circularité des systèmes alimentaires au quotidien. Nous pouvons le faire, nous pouvons agir au quotidien. Nous avons un rôle à jouer pour soutenir ces actions. Voilà. C'est à peu près tout. C'était la dernière action que nous souhaitions mettre en avant. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation très brève vous aura stimulé et vous aura attisé votre curiosité. Et j'ai hâte d'entendre les contributions des autres orateurs sur les systèmes alimentaires durables et le rôle important que la circularité peut jouer pour renforcer ces systèmes alimentaires. Je vous remercie beaucoup. Du coup, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Ivan. Merci pour cette présentation. Merci également pour vos contributions extrêmement intéressantes. Je crois qu'on voit dans le chat, et Johanna le montre, les statistiques que vous avez partagées étaient effrayantes et c'est une bonne manière d'ouvrir les yeux et de réfléchir aux systèmes alimentaires. Les volumes de nourriture qui sont perdus et gaspillés, c'est incroyable. 30% de l'alimentation est gaspillée. C'est dur de savoir que cette alimentation, cette nourriture, elle pourrait nourrir des millions de personnes. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour trouver des solutions à ces défis. Je crois que la première question que je souhaiterais vous poser pour en savoir davantage sur les actions importantes à mener. On n'est pas rentré dans le détail de ces questions. Donc, j'aimerais réfléchir sur ces questions, sur ces actions à mettre en place. On va voir un peu plus tard comment certaines solutions peuvent être mises en place, certains entrepreneurs et entrepreneuses peuvent répondre à nos défis. Donc, on a une question. On a des questions qui sont arrivées dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si ces diapos seront envoyés aux participants. Oui, ce sera partagé. Johanna, après, est-ce que vous pourrez contribuer également un peu plus tard pour répondre à la question des représentations visuelles sur ce qui se passe sur le continent. Ivan, je vous rends la parole. Pardon, Jokudo, ma connexion n'est pas formidable, donc pendant quelques secondes, je n'ai pas entendu la question. Je suis désolée. Pas de souci. Je me demandais si vous pouviez nous en dire davantage sur les actions essentielles que vous avez commencé à présenter. On a envie d'en savoir davantage sur ce que l'on peut faire pour rendre les systèmes alimentaires davantage circulaires et durables. Ah oui, bien entendu alors. C'est bon, j'ai entendu votre question. Donc, l'une des actions, ça a été de développer en plus des 5 R dont j'ai parlé, des actions, donc, mais ces actions, elles sont en lien avec ce système en 5 R. Et toutes ces actions, elles ont émergé grâce au sommet sur les systèmes alimentaires organisé par l'ONU, auquel ECLE a pris part.
Ça fait partie des actions d'ailleurs où on réunit les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile également et des entreprises dans l'agro-industrie et le secteur informel et le secteur privé. Donc, réunir tous ces acteurs pour avoir ces discussions afin de développer une compréhension pragmatique de où sont les difficultés, où sont les défis. Et d'ailleurs, on a réfléchi à partir des rapports publiés à la suite de ce sommet. On s'est rendu compte que le gaspillage alimentaire était un élément critique. Il y a différentes approches à adopter quand on parle de gaspillage alimentaire, mais dans un contexte, adopter la circularité, c'est clairement la stratégie principale à adopter et le pan sur lequel on doit se pencher le plus. Au cours de ces dialogues, au cours de ces sommets, on s'est rendu compte que nous devons recréer les concepts liés à la circularité et aux systèmes alimentaires, notamment en repensant les liens entre l'alimentation, l'énergie et l'eau, et les lier davantage parce que tout est lié. Cela nous a également amené à voir certains pays adopter la circularité comme étant une approche clé pour développer des systèmes alimentaires davantage durables. Je vous rends la parole. Merci de votre réponse. J'espère que tout le monde a entendu la réponse et a compris ce qui a été dit. Je vais peut-être donner la parole à Johanna pour qu'elle réponde. À partir de ça, je sais également que Daniel voudrait contribuer également. Donc, j'espère qu'on pourra également entendre ce que les différents orateurs ont à nous dire. Merci, Joe Koudou. À chaque fois que je vois ces chiffres, ça me brise le cœur. Savoir que tous ces efforts pour produire de la nourriture est vain et que autant de nourriture est jetée, c'est déprimant. Mais à l'heure actuelle, on fait partie d'une équipe qui rédige un plan d'action pour le Ghana ainsi qu'une cartographie pour améliorer les systèmes alimentaires et les rendre plus durables. Alors, Ivan, vous avez parlé notamment de la problématique des fruits et des produits donc périssables, qu'ils ont un taux de gaspillage plus élevé en fonction, bien entendu, des zones et des régions. Mais on regarde comment ce gaspillage il peut être vu avec il y a des champignons en fait qui se développent sur certains aliments et parfois l'acheteur va pas l'acheter au moment du traitement, mais ça arrive entre la production et la vente. Et donc, si on peut voir et identifier à quel moment de la chaîne de valeur ça arrive, ce processus, ça peut nous aider également à essayer de faire comprendre aux gens à quel moment on doit intervenir. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des éléments visuels, notamment sur la production qui existent, mais ce serait très intéressant. Et c'est vrai que la chaîne du froid également, c'est quelque chose dont on parle énormément pour de nombreux pays africains. C'est un investissement en matière d'infrastructure important. Bien entendu, on a besoin de véhicules de bonne qualité et les points de connexion, là où les produits doivent arriver. Il faut également des chambres froides. Et donc, est-ce qu'il y a on pense uniquement aux chambres froides ou aux chambres de réfrigération, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de protéger et de stocker l'alimentation pour éviter que périment ces aliments. Je ne sais pas si on a des exemples de systèmes peut-être moins intenses en termes de technologie qui pourraient être plus faciles à développer et à déployer. Merci beaucoup. Merci, Johanna. Les options basses avec des technologies moins compliquées, moins chères
ce serait effectivement une manière précieuse eh bien, de trouver des solutions aux défis liés au gaspillage alimentaire. Ce serait une bonne solution. J'aimerais également revenir à certaines questions et contributions qu'on a dans le chat. Peter, notamment, et Justine nous ont posé des questions assez similaires au final sur ce que vous avez dit, Johanna, à savoir, Peter a dit, est-ce que la définition des systèmes urbains, comprend également la définition des zones périurbaines? Il a dit que ce sont des données effectivement et des chiffres qui font peur quand on regarde le gaspillage alimentaire et le nombre de personnes impactées. Il a notamment parlé euh, des quartiers non officiels. Il y a effectivement la question de la collecte des déchets informels. Notamment, il faut que il a également dit que trier les déchets organiques. On a Justine qui nous a dit quel est le rôle des coopératives pour réussir à avoir des systèmes circulaires, des systèmes alimentaires circulaires. Peut-être que Daniel pourrait répondre à l'un de ces questions. On a également Cissé qui nous a dit comment pouvons-nous faire le lien entre les systèmes alimentaires circulaires et les problématiques de sécurité alimentaire. Justine nous a posé une autre question sur le rôle de la gouvernance dans la planification des systèmes alimentaires. Alors, moi, je peux parler des actions, des clés. Je parlerai de gouvernance et de certains exemples d'actions. Si vous voyez ce que Ivan a partagé avec vous sur les 5 R, repenser, c'est pas que ça, c'est refaçonner en fait les systèmes. C'est un élément essentiel et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce travail. Il faut restructurer l'espace urbain et les chaînes de valeur. C'est également en lien avec l'importance de mettre les infrastructures non loin des marchés afin de réduire les gaspillages alimentaires également et les émissions de carbone. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte. Il faut également une collaboration entre les différents secteurs. C'est la raison pour laquelle il faut que les différents départements au sein des conseils municipaux et des systèmes de gouvernance locaux et nationaux doivent travailler de concert afin de promouvoir une approche intégrée. Parce qu'à chaque fois que ça a été fait, les résultats ont été extrêmement probants. Parce qu'il y a des éléments tels que l'énergie, l'eau, l'alimentation qui sont liés, l'éducation, etc. Il faut soutenir également l'agriculture urbaine, mais pour ce faire, on a besoin d'espace. Et donc, il faut reconcevoir l'espace urbain afin qu'au moins on ait la possibilité de faire de la production de légumes. Pour ce qui est de la réutilisation, ce qu'on voit souvent en Afrique du Sud, c'est des banques alimentaires où on a de la nourriture qui va bientôt être périmée et on peut aller la récupérer, cette nourriture. Ça existe. Mais il faut repenser la réutilisation et le partage de nourriture. Il est possible, par exemple, de créer un hub
ou les gens qui ont besoin de cette nourriture avant qu'elle périme. Ça éviterait le gaspillage alimentaire également. Il y a eu un projet où il y a une entreprise qui utilisait des drones, qui utilise des drones. Pour la production alimentaire. Ça fait partie des innovations auxquelles on peut penser dans les systèmes alimentaires pour réduire le gaspillage alimentaire, repenser, réutiliser, etc. En Afrique, comment faire de la levée de fonds, c'est une vraie question. Parce que parfois, il y a plusieurs entreprises et même si on arrive à faire de la levée de fonds, il faut ensuite décider dans quel projet on souhaite investir et lequel sera le plus utile. Et les coopératives peuvent aider en cela. Je crois que c'est en cela que les coopératives peuvent également aider, puisqu'elles peuvent contribuer à identifier les solutions pour nos systèmes alimentaires. Merci Daniel, merci beaucoup d'avoir parlé des différentes technologies et innovations à envisager. Vous avez mentionné un commentaire de Déborah qui disait que parfois, elle disait que peut-être qu'on doit essayer de se concentrer et repenser la nourriture et la vente de nourriture. Mais voir que le résultat de ces systèmes alimentaires qui se retrouvent sur la table doit être de la nourriture nutritive. Et c'est là aussi que les gouvernements ont un rôle à jouer, puisque c'est au gouvernement de façonner ces systèmes alimentaires et le rôle de la nourriture dans nos communautés. Et donc, nous devons davantage identifier ces points d'intersection qui peuvent être utilisés pour améliorer la circularité des systèmes alimentaires. On ne va pas avoir le temps de lire tous les commentaires écrits dans le chat. Cependant, nous apprécions vos contributions et nous lisons tout ce qui est écrit. N'hésitez pas à le faire également. On va passer donc à la deuxième partie de notre programme de cette matinée, au cours duquel nous allons pouvoir parler d'exemples pratiques. Et je vais donc demander à nos collègues de Footprint Africa de partager des cas d'études avant que l'on passe aux discussions en groupe. Merci Joe Koudou, bonjour à toutes et à tous. Quelle présentation enrichissante. Je ne vous entends pas. Moi, je vous entends. C'est que toi, Joe Koudou, on dirait qu'il n'entend pas. Ah, pardon, il y a un problème technique, il semblerait. Bonjour. Je suis Victor Jarbeng et je travaille chez Footprints Africa. Pardon. Alors déjà, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Formidable. Alors, très bien. Donc, ce que nous faisons chez Footprints Africa, c'est que nous créons une base de données d'entreprises qui travaillent dans le système circulaire alimentaire en Afrique. Je vais partager avec vous quelques exemples en lien avec les systèmes alimentaires. Donc, tout d'abord, on a l'ONO en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, l'ONO développe des technologies adaptées au contexte rural, accessibles et faciles à entretenir pour que les agriculteurs puissent les utiliser de manière facile. That we all love, they usually generate a lot of waste. So Loan design this technology to help them transform this Parce que effectivement, l'ONO a développé ces technologies pour les communautés, pour transformer les déchets, les sous-produits agricoles en compost, en aliments pour animaux ou en biocarburant. Donc, cette entreprise, elle propose deux modèles différents à l'heure actuelle. Tout d'abord, donc on a des composteurs et des digesteurs à l'échelle des foyers, à l'échelle domestique. Vous voyez que c'est tout petit, et ça permet quand même aux agriculteurs de traiter leurs propres biodéchets et à gérer leurs propres déchets. The second one would be in Kenya. That's Le deuxième, donc, c'est they are a au consortium Kenya avec Coregen, they usually qui est un focus on site. Donc là, farmers. They are trying to les build a exploitations model agricoles et les usines de transformation agroalimentaire à utiliser des résidus à forte to teneur mine carbon en from the farmers to carbone. Donc, produce ils the reçoivent des résidus nut shell, the husks, and then the tea tels prunings que des coquilles de noix, and par use this exemple, ou des, gasification to produce energy, which is then given to the farmer. des résidus de sachets de thé ou autres. Et en fait, ils sont brûlés ou laissés dans les champs généralement. Là, ce modèle, il génère à la fois une énergie renouvelable, fiable, après compétitif, et permet de faire de la séquestration de carbone qui réduit l'utilisation d'engrais et donc les émissions d'azote, qui permet ainsi à l'eau de s'infiltrer et augmente la productivité des agricultures. Est-ce que c'est ce que cherchent à faire les agriculteurs? Avoir plus de rentabilité, c'est ça le modèle, un modèle de ressources régénératives. Prochain exemple, Related c'est to un exemple qui provient de Tekaya, un projet qui a été mis sur pied en Égypte. C'est en fait une application numérique qui contribue à améliorer les habitudes de consommation alimentaire circulaire en Égypte. Donc, ça met en relation en fait des clients avec des gens qui ont des déchets alimentaires, de plats cuisinés qui n'ont pas été servis, des produits donc de boulangerie, de restaurants, etc. Parce que dans ces commerces, il y a beaucoup d'aliments qui vont à la poubelle. Les résultats, les restaurants, souvent, ont de la nourriture qu'ils n'ont pas pu euh, vendre. Les supermarchés, vous voyez, il y a beaucoup de restaurants qui ont des buffets, donc il y a de la nourriture qui n'est pas consommée. Les restaurants, les supermarchés, entre autres. Et donc ça va à la déchetterie. Et donc, ce que Tekaya a fait, c'est qu'en fait, elle permet, cette application, aux consommateurs d'acheter de la nourriture à prix réduit sur l'application, et les invendus sont donc donnés ensuite aux personnes dans le besoin, ce qui génère de la valeur aux déchets. Donc, les gens peuvent avoir accès à de l'alimentation moins chère et en même temps, ça réduit les déchets. Donc, ensuite, les invendus, ils ne vont pas non plus à la déchetterie puisque c'est donné à des associations caritatives. C'est vraiment un marché B2B. Donc, il y a soit ça, soit le B2C, soit le B2B. Donc, le marché B2C directement au consommateur et le B2B qui est en cours encore d'expérimentation. Il y a également un autre exemple, une autre entreprise qui nous provient du Ghana avec l'entreprise Safisana. Safisana, c'est une entreprise qui a créé une solution pour boucler la boucle et renvoyer les nutriments dans la biosphère, c'est-à-dire dans le cycle biologique des nutriments. C'est une entreprise qui conçoit et exploite donc des systèmes qui utilisent les déchets du marché, les déchets provenant d'abattoirs, les eaux usées, des bidonvilles également, pour produire de l'électricité, du compost, de l'eau pour l'irrigation et des semis grâce à la digestion anaérobie. Donc, leur processus permet de ne pas envoyer les déchets aux décharges qui sont déjà surchargées et préserve ainsi l'environnement, en plus de reconstituer les sols. Parce que ça, c'est un des problèmes à cause du changement climatique. Les agriculteurs ne peuvent pas trouver de l'eau pour l'irrigation. Donc là, c'est une initiative extrêmement intéressante, je trouve. Le compost qu'ils produisent est bénéfique parce que cela offre des fertilisants et des engrais pour les sols. Donc, voilà les différents exemples qu'on voulait partager sur les systèmes alimentaires. Et maintenant, on va passer
en salle de travail et je vais demander à chaque salle de discuter de ces exemples et ensuite on reviendra en plénière pour discuter de vos contributions sur ces différentes études de cas. Si vous avez des réflexions, ensuite de quoi on pourra revenir au programme initial avec Jokudu. Donc Jokudu, je vous rends la parole. Merci infiniment, Victor. En effet, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 4 salles de travail. Donc, chacune parlera des différents exemples qui ont été donnés. Par ailleurs, si vous êtes francophone, veuillez rester dans la salle plénière. N'allez pas en breakout room, d'accord? Puisque vous allez rester en tant que groupe francophone ici. On va vous reposer les questions dans le chat. N'hésitez pas donc à y répondre et à en discuter. Donc, on va vous demander tout simplement de nous dire si vous pensez que ces exemples, les exemples qui viennent d'être présentés, sont en effet circulaires. Et si oui, quel est l'aspect qui ressort le plus? S'agit-il d'une stratégie de repenser, de régénérer, de réduire, de réutilisation ou de récupération? Et sinon, comment pouvons-nous les intégrer davantage dans ces systèmes d'économie circulaire? Comment pouvons-nous intégrer l'économie circulaire dans les systèmes alimentaires? Comment cette innovation est-elle intégrée dans ces études de cas? Comment pouvons-nous repenser et y intégrer ces différents systèmes? Donc, je vous rappelle, les francophones, restez avec nous en plénière. Merci. Donc, nous sommes tous de retour. Merci infiniment d'être revenus en plénière et merci pour les discussions qui, j'en suis sûre, étaient intéressantes. Avant de commencer les restitutions, étant donné qu'il ne nous reste que très peu de temps à partir, je vais vous demander d'être très bref dans la restitution. 1 minute, si possible, par restitution. Je vais donc donner la parole à Victor pour qu'il nous dise ce qui s'est dit dans sa salle de travail. Oui, à vrai dire, on a un rapporteur à qui je vais donner la parole. Et c'était Ivan. Alors, nous avons pris l'exemple de l'entreprise au Kenya qui utilise les déchets organiques de l'agriculture pour l'énergie et le compost. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette entreprise. On a trouvé que c'était un excellent exemple d'économie circulaire. D'ailleurs, il y a une inquiétude qui a été soulevée, en particulier dans les systèmes alimentaires africains, c'est particulièrement important, à savoir dans quelle mesure les bénéfices peuvent-ils être retirés de cela? Pour les petits agriculteurs partout en Afrique, il y en a beaucoup. Donc, en fait, les déchets sont individuels, ils sont assez petits. Et ça ne peut pas forcément contribuer à la création d'énergie de biomasse. Donc, je crois que c'est intéressant de réfléchir au modèle des coopératives et de ces associations d'agriculteurs et comment on peut collecter les déchets provenant des différentes fermes. Donc, on s'est vraiment posé la question de l'échelle, en fait. Et c'est ce qui m'a paru le plus intéressant, en fait. Voilà. Je crois que j'ai respecté le temps imparti, à savoir 1 minute, n'est-ce pas? Merci, Ivan, en effet, oui. Je ne sais pas qui d'autre veut partager ce qui a été dit dans sa salle. Alors, pour moi, dans mon équipe, il y a 2 choses vraiment, 2 points saillants qui ressortent de cette conversation. Il y a eu un exemple donné sur le Nigeria, sur le coût du pétrole qui ne fait qu'augmenter. Et donc, les gens commencent à vraiment se pencher sur ces énergies renouvelables et le biogaz. L'ONO, qui utilise les déchets pour créer des biocarburants. Et nous pensons que ces idées, ces innovations peuvent être utilisées pour réduire le coût des carburants. Ainsi, les gens peuvent utiliser ces solutions, mais il faut que ces solutions soient accessibles et abordables. Et il faudrait également réfléchir à un système pour faire en sorte que ces solutions soient communales. Il y a des gens qui les utilisent chez elles
chez eux ou au sein d'une entreprise, mais peut-être que ce soit mis en place au niveau de la commune, ce serait une belle opportunité et ce serait moins coûteux également. Par ailleurs, dans ma salle, les gens ne connaissaient pas l'entreprise Lono. Et donc, on a parlé de la nécessité de continuer à partager ces exemples afin que tout le monde connaisse ces solutions et qu'on puisse les utiliser. On a parlé également du Libéria où ils utilisent un éco-stock qui utilise toujours du bois. The wood that would have been used on a normal day. So if they knew about these biofuels, then how could they integrate, or they could initially instead Donc, of the normal. on a pensé qu'il y avait d'autres solutions qui pourraient s'alimenter les unes les autres, mais encore faut-il que les gens soient au fait de ces solutions. Parce que le but, c'est vraiment de créer plus de valeur pour les agriculteurs et réduire les déchets. Voilà, je crois avoir tenu le défi de ne parler qu'une minute. Merci beaucoup, c'était très intéressant que vous nous ayez dit que personne ne connaissait l'ONO dans votre groupe. Donc, en effet, la sensibilisation, c'est essentiel, parler de ces solutions en Afrique. Safi Sana, donc, maintenant, le groupe qui a parlé de Safi Sana, une minute, s'il vous plaît. Alors, bonjour, je vais faire la restitution pour Safi Sana. On a dit que effectivement, Safi Sana faisait une activité circulaire, mais nous avons pensé également qu'il pourrait être utile d'utiliser l'énergie solaire pour les chambres froides. On a également parlé de manière de préserver les aliments de manière locale. L'emballage également, il faut qu'il se penche sur l'emballage alimentaire mais plus local, en utilisant des matériaux biodégradables peut-être. On pense également que le fait de donner de la nourriture aux organisations caritatives, c'est utile. We think we can look at commercializing or scaling up local On pense qu'il faut utiliser la technologie pour mettre à l'échelle certaines solutions pour s'assurer que tout reste durable. On a parlé de la solution au Nigeria où les gens utilisent des solutions communales mises en place au niveau de la communauté pour les chambres froides où les gens payent un peu d'argent pour avoir accès à des espaces de chambres froides. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a eu une autre contribution sur Tekaya. Peut-être que vous pourriez partager avec nous votre contribution. Je vais donner la parole à Peter parce que ce n'est pas moi qui... qui était censé faire la restitution. J'étais convaincue que vous alliez me faire ça, Johanna, et c'était vraiment pas juste parce que moi, ma mémoire me fait défaut. Mais bref. Donc, ce qui est ressorti de nos discussions et ce qui m'a vraiment marqué, c'est une solution dont on a parlé à Pretoria. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir comment ces systèmes tels que celui qu'on a en Égypte, où ils vendent la nourriture moins cher ou qu'ils le donnent à des associations caritatives, comment est-ce que ça fonctionne dans les bidonvilles en Afrique? Je sais, je suis basée au Royaume-Uni et on a un système assez similaire. Mais je crois qu'en Afrique subsaharienne, c'est assez différent. Comment est-ce que ça fonctionne? Et au final, cette nourriture, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va à des déchetteries, ce qui n'est pas ni vendu ni donné? Est-ce que ça va à des déchetteries ou est-ce que c'est composté? Et comment est-ce qu'on fait pour que de petites initiatives, de petite échelle comme celle-ci, peut-elle être mise en place également au niveau des bidonvilles? Peut-être qu'elle pourrait faire des partenariats avec des entreprises locales. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces discussions. En effet, c'était très intéressant. Est-ce que quelqu'un peut parler de ce qui a été dit dans cette salle? Alors, j'aimerais donner la parole au groupe francophone. Est-ce qu'on peut avoir la restitution du groupe
francophone sur ce qui a été dit dans la salle plénière, s'il vous plaît. I will try to make it in English. She'll speak. Je vais essayer de m'exprimer en anglais. I have to close the. Pour cela, je vais print. devoir fermer l'interprétation française. Donc, We haven't discussed effectivement, one of the nous n'avons presentations made pas vraiment previously. discuté l'une des présentations faites dans la présentation précédente. Cependant, nous avons parlé avec Chabi Bienvenue du Bénin, non loin de Cotonou, la capitale, avec son ONG. Chabi Bienvenue a partagé avec nous le fait qu'il produise du compost et il a développé un centre de formation au sein de la ville où les foyers, les familles peuvent apprendre à faire du compost, à utiliser des biopesticides et donc produire de l'alimentation, donc des légumes et des fruits frais. Ce qui est assez formidable avec cette expérience, c'est que c'est une ONG qui travaille avec l'entreprise qui collecte les déchets dans la ville. Et il trie les déchets organiques pour faire du compost. Et par ailleurs, ils font de la sensibilisation auprès des foyers et fournissent des formations en se concentrant sur l'économie circulaire via les systèmes alimentaires. Troisièmement, via cette initiative, ils offrent des opportunités pour les jeunes pour développer une activité de production alimentaire dans sa ville. Et Chabi Bienvenue développe également une technologie pour améliorer la biominéralisation, pour faire que ces processus de biocompost soient plus efficaces. Donc, c'était une présentation extrêmement intéressante, extrêmement pratique à Bomey-Canavi. Thank you very much for that. Merci beaucoup. Merci pour cette restitution. Organization in the chat. Yes, for sure. thank you. Okay, so let me just quickly share my screen for the. Je vais partager mon écran. Okay, so the link to the website has been dropped in the. Le lien vers le site a été envoyé dans le chat. Donc, vous pouvez regarder ce qui a été fait jusqu'ici. Quand vous cliquez sur Start Your Adventure, vous allez arriver sur une page. Donc, et ensuite, vous pouvez créer votre parcours. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, quand vous descendez, vous avez la description et la définition de l'économie circulaire et vous pouvez cliquer là, le lien vers la Fondation Ellen MacArthur pour en savoir davantage sur ces concepts. Ensuite, quand vous descendez encore, c'est votre parcours. Ça ne prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup à lire, mais c'est simplement pour que ce soit plus facile de comprendre les études de cas. Donc, vous descendez, ensuite, donc il y a différents secteurs, donc l'agriculture générative, construction, plastique, déchets, e-déchets, ou n'importe quelle catégorie. Et ensuite, vous pouvez qualifier votre propre parcours. Vous pouvez faire des recherches en fonction des pays, par exemple, ou le secteur. Vous pouvez filtrer les recherches par secteur. On va juste prendre un exemple, l'agriculture régénérative, puisque c'est ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et si vous regardez là, voilà, ce sont des études de cas. Donc, il y en a en général 6 par parcours. Et donc, vous allez pouvoir découvrir 6 études de cas. Et là, EcoForest, on va prendre l'exemple de EcoForest. Ça va vous présenter en fait une description de ce que fait cette association ou organisation ou entreprise. Vous descendez, ensuite, vous avez la stratégie, en quoi cette initiative est une stratégie circulaire. Là, il y a marqué qu'elle priorise les ressources régénératives. Et ensuite, vous voyez là à quel ODD il contribue. Et là, il y a souvent une citation du fondateur.
fondatrice de l'entreprise ou de l'association. Et là, vous avez un détail sur ce qu'ils font, sur la solution qu'ils essaient de mettre en place au sein de leur communauté pour trouver une solution à quel problème. Là, vous avez l'historique, l'histoire de l'entreprise et ensuite la solution, comment ils ont trouvé une solution au problème identifié. Et là, vous avez également le site Internet, le lien vers le site Internet de l'entreprise ou de l'association pour aller en apprendre davantage. Et ensuite, vous avez un quiz. Alors, c'est bien entendu pas un test, mais c'est simplement pour voir ce que vous en avez retenu. Regardons le quiz d'ailleurs. Il pose simplement quelques questions. Donc, voilà, il s'agit simplement d'un petit quiz pour savoir ce que vous en avez retenu. Ensuite, vous pouvez revenir à votre parcours. Et ensuite, vous passez au suivant, et ensuite au suivant, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Et vous pouvez décider si vous voulez faire un autre voyage, notamment si l'agriculture vous intéresse, vous pouvez aller regarder d'autres initiatives. Voilà, c'est à peu près comme ça que c'est construit. Et donc, quand vous avez un peu de temps, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller regarder ce qui se fait partout sur le continent. Voilà, c'est à peu près tout de mon côté. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir partagé ce site Internet, cette ressource. Ça me plaît beaucoup, cette question de cette allégorie du voyage, du parcours. Et les quiz, c'est vraiment sympa aussi parce que ça nous permet d'évaluer ce qu'on a retenu. Et ça permet également d'absorber davantage les informations qu'on a lues. Donc, si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, à partager avec nous sur ce qui a été présenté par Victor ou sur les discussions d'aujourd'hui, sinon, on va conclure. Johanna a dit dans le chat que l'équipe de Happy Porch qui a développé et soutenu le développement de ce site Internet est avec nous. Barry O'Kane est donc parmi nous. Donc, je vous donne 1 minute si vous avez autre chose à ajouter avant de clore cette session. N'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je vous donne quelques secondes pour réfléchir, mais j'aimerais simplement vous remercier parce que les contributions ont été extrêmement intéressantes. Moi, j'étais dans la plénière avec le groupe francophone. J'ai beaucoup apprécié entendre parler de cette nouvelle initiative, quelque chose de cette association au Bénin sur ce sur quoi vous travaillez. Cette initiative qui vous permet de mettre en place des initiatives d'économie circulaire dans les systèmes alimentaires, mais en même temps, vous prenez le temps de faire de la formation au sein des communautés pour qu'elles participent à cette initiative. C'était très intéressant. C'était intéressant également d'entendre le groupe sur Tekaya de parler de l'importance de la mise à l'échelle de ces initiatives. Et par exemple, voilà, la question de la rentabilité, de savoir s'il y a assez de ressources pour faire du compost. Est-ce qu'il y a assez de matière organique pour ce faire? Et Lono également, c'était intéressant d'entendre ce que vous nous avez dit sur la nécessité d'avoir plus d'études de cas. C'était utile parce que tout le monde ne sait pas exactement ce qui se fait où. Donc, continuer à partager ces études de cas, c'est une vraie opportunité de réfléchir différemment, d'en apprendre davantage sur d'autres innovations. Et ça permet également d'inciter à l'innovation. Alors, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour les discussions que nous avons eues aujourd'hui. Ça a été extrêmement intéressant, toutes ces contributions. On a hâte d'en savoir davantage sur ces différentes initiatives qui ont été partagées notamment dans le chat. Et j'espère que ce sera une source d'inspiration pour vous à l'avenir. La semaine prochaine, jeudi prochain, on va envoyer un récapitulatif de la session. Donc, vous aurez accès aux différentes ressources et références. Et vous aurez également un récapitulatif des discussions. Aujourd'hui, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai très bientôt pour la prochaine communauté de pratique.